Bonjour, bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 30 novembre. Au sommaire aujourd'hui, on s'intéresse au mérite citoyen de la ville de Nyon, un prix décerné pour la 8e fois consécutive et qui distingue cette année 2 hommes pour leur bénévolat et leur engagement dans la vie associative. Ensuite, en culture, ça va jazzer avec Mister PC. L'artiste musicien nous présente son nouvel opus intitulé Dune et qui sera verni du côté du théâtre de Grandchamp ce jeudi 1er décembre à 20h. Ensuite, et en images, on découvrira l'édition 2022 du Swiss et WordPress Photo depuis le château de Prangin. On t'accompagne, Alexandre. Comment ça va aujourd'hui ? Salut Andrea, ben oui ça va bien, tu vois je suis au château de Prangin du coup pour cette exposition traditionnelle et annuelle au château de Prangin qui réunit les meilleures photos de presse de l'année passée, donc l'année 2021 et du coup je suis avec Marie-Hélène Pellet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conservatrice au musée du coup du château de Prangin. Alors un petit mot, c'est quoi la saveur de cette exposition cette année ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial l'année 2021 racontée en photo ? Alors écoutez, bonne question. Je dirais qu'il y a quand même encore le Covid qui est très présent. J'étais un peu étonnée. Et puis, bien sûr, ça vous surprendra. Alors beaucoup moins, c'est la question du climat et des activistes vraiment sur le terrain. On verra par rapport à WordPress Photo, c'est plus les dégâts sur le terrain, la géographie. Ici, dans ce Swiss Press, c'est vraiment les activistes qui essayent de réagir par rapport à... Voilà, encore une année donc marquée par le Covid et les activistes pour le climat. Eh ben, on va visiter tout ça après, Andrea. Très bien, à tout à l'heure, on se réjouit. Merci beaucoup Alexandre. Nos invités du jour, Dr Yvon Heller, bonjour, bienvenue sur ce plateau. À vos côtés, Mister PC, on parlera musique avec vous évidemment. Bonjour Dr Yvon Heller, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Je le disais en introduction, la municipalité de Nyon a décerné pour la 8e fois son mérite citoyen. Cette année, cette distinction récompense messieurs Gérard Hardy et le Dr Yvon Heller avec nous aujourd'hui sur le plateau. Félicitations déjà. Merci. Alors, on va parler évidemment de votre parcours en votre compagnie. Vous êtes docteur médiatre et médecin scolaire. Vous avez 73 ans et on dit de vous que vous êtes un médecin engagé. On va expliquer pourquoi. Mais j'aimerais déjà savoir, ce mérite citoyen nyonnais, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? C'est une reconnaissance et d'être reconnu par le lieu où on vit, ça fait toujours plaisir. Oui, le lieu où on vit, justement, quel rapport est-ce que vous avez avec cette ville nyonnaise ? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Je suis à Nyon depuis 1986 et puis je me suis engagé, en tout cas à beaucoup de niveaux, que ce soit la pédiatrie, l'école, la santé communautaire, les questions liées à la migration. Et j'ai collaboré, je crois que j'ai beaucoup travaillé en interdisciplinarité et donc avec toutes les personnes concernées par la santé. Oui, toutes les personnes concernées par la santé, mais on dit de vous que vous êtes un médecin engagé. Est-ce que vous arrivez à m'expliquer pourquoi ? Pourquoi je suis engagé ? Parce que je crois en ce que je fais, mais en ce que je fais avec les autres, pas tout seul, que peut-être j'ai suivi certains parcours, je pense à la création d'une consultation interdisciplinaire, pluridisciplinaire dans le domaine du handicap, qui se nomme, c'est pas un très beau terme, mais qui s'appelle PENAR, qui a permis de réunir tous les professionnels suivant un enfant, mais aussi la famille, et qui est des consultations où les gens travaillent ensemble. En santé scolaire, c'était aussi de créer participer à la création de réseaux, par exemple pour les problèmes complexes, les situations de mauvais traitement. Pour la migration, au niveau de l'école, on a créé pour les nouveaux arrivants. L'association de soutien en consultation pluridisciplinaire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais ce qui est très beau à voir dans votre engagement, c'est que vous êtes dévoué aux autres. On sait que votre vocation, c'est avec les autres et pour les autres, vous nous le disiez tout à l'heure. Mais est-ce que cette ville de Nyon, justement, à votre avis, elle fait assez à ce niveau-là pour les autres ? Ouh là, vous me posez en tout cas, la ville de Nyon, enfin, c'est pas seulement la ville de Nyon, c'est les citoyens, les gens qui
qui vivent à Nyon, qui font de gros efforts. Maintenant, je pense qu'il y aurait toujours des domaines où on pourrait faire encore plus, hein, mais ça dépend aussi de la population. Je pense au projet 24-9 où la population a refusé la construction d'un foyer pour demandeurs d'asile. C'est vrai que c'était une association, justement. Là, par exemple, c'est vrai qu'on parle beaucoup de migration en ce moment. Il y a un projet qui est en cours aussi avec les VAM. On peut mieux faire, c'est ce que vous dites. Il faudrait recevoir encore plus de gens. Ce serait votre volonté ? C'est pas obligatoirement de recevoir plus de gens, mais alors moi, j'ai parlé plus en tant que pédiatre, donc la population que je pense connaître, c'est les enfants, c'est les adolescents, mais aussi les jeunes adultes. Moi, j'irais jusqu'à 25 ans. Cette limite de 18 ans, je pense, aujourd'hui pose problème dans la réalité, pas seulement dans le domaine de la migration, mais pour tous les jeunes Suisses. Je crois qu'il faut vraiment une réflexion qui aille jusqu'à 25 ans. Mais si on revient à la question migratoire, un jeune, quand il arrive, et quel que soit son âge, il doit avoir une perspective. Et puis peut-être un domaine auquel je suis particulièrement intéressé, c'est les... subitement le terme... je vais vous aider, monsieur Yvan Heller, permettez-moi. C'est les déterminants sociaux de la santé. D'accord. Et que je pense, dans la santé, le logement, l'argent, d'avoir un métier ou pas avoir un métier, jouent des rôles beaucoup plus importants que le purement médical tout seul. Leur accorder une place dans la société, leur permettre d'évoluer et de grandir, ça serait ça ? C'est pas seulement accorder, c'est qu'ils aient une perspective. Hein, et on voit que, par exemple, beaucoup de... Là, je parle des jeunes adultes, ou quand je dis jeunes adultes, c'est peut-être 15-25 ans. Selon le type de permis, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas faire des études, ils n'ont pas de perspective. Et c'est très difficile, et surtout dans le domaine de la santé mentale, d'être en bonne santé. Et je crois que c'est vrai pour tout le monde. Hein. C'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai qu'on aborde là de grandes questions philosophiques. On a l'impression aujourd'hui, permettez-moi et j'en fais partie, que cette jeunesse aujourd'hui, elle peut manquer de perspective, d'ambition, qui a peut-être une certaine lassitude, à l'inverse où des fois cette jeunesse est très engagée. Par votre expertise, vous leur dites quoi à ces jeunes aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre et de leur laisser ? Je pense qu'il y a ceux qui sont intégrés, qui ont des perspectives, et alors il faut qu'ils s'engagent. Et puis il y a ceux à qui on ne permet pas, au fond, ou au niveau politique, au niveau On voit une jeunesse très engagée aujourd'hui, par exemple au niveau du climat. Voilà. Est-ce que c'est des combats qui sont justes, ou est-ce qu'il faudrait s'engager pour autre chose ? C'est un combat parmi d'autres, c'est un combat extrêmement important. Je pense que oui, il est juste, mais il faut s'engager, qu'est-ce que c'est pour ses voisins, il faut s'engager pour la société où on vit. Il y a quand même, dans ma perspective, beaucoup d'injustice dans la société. Je sais pas, un exemple, c'est l'accès aux crèches. Hein, et si on revient un peu à la migration, j'ai un peu l'hypothèse qu'un enfant et une mère, quand ils commencent l'école, s'ils parlent français, les chances de succès au niveau de l'école sont diminuées. Que si, au moment où elle, commence l'école, les deux parlent le français, il a la probabilité d'avoir une scolarité normale. Donc il faut aussi pas s'intéresser aux adolescents, aux mineurs non accompagnés, mais aussi à toute la période préscolaire. Ouais, en leur donnant les bons outils. En leur donnant les bons outils, voilà le bon message. Pour terminer, monsieur Yvan Heller, s'il fallait décerner un prix d'ici peut-être 10 ans à cette jeunesse, à quel type de jeune est-ce que vous aimeriez remettre ce prix ? Ça serait quoi si vous aviez cette possibilité-là ? Des jeunes qui s'engagent. Ouais. Engagez-vous pour votre ville, ça serait votre message ? Oui, tout à fait. Et pour les autres ?
et Voilà. pour les autres. Ouais, ouais. Un joli message. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une excellente journée à vous. À très bientôt. On retourne à Prangin. Est-ce que vous avez l'habitude de vous y promener pour visiter ce genre d'exposition, le Swiss et WordPress Photo? Ben, je trouve que l'exposition est fantastique. Je suis Vous allé y êtes la déjà voir. allé? Ah bah voilà. Et j'aimerais, mais il faut trouver le temps, j'aimerais organiser surtout qu'il y a beaucoup qui concerne justement la justice, la migration, les frontières. Et j'aimerais au fond trouver un moment pour avoir une visite guidée et mieux comprendre ce qui est... Ce qu'il en est. Ce sera qu'il en peut-être est. votre personne, Marie-Hélène, puisque c'est la personne appropriée pour ça. On fera les présentations tout à l'heure. Merci beaucoup et belle journée à vous. Merci. Alexandre, on fait donc cette visite en ta compagnie. Dis-nous tout de cette exposition. Oui, et donc effectivement, je suis avec Marie-Hélène, du coup, qui va tout nous dire sur les secrets de ces photos. Et alors, tu vois cette photo-là, Andrea, eh bien, c'est la photo de l'année, Marie-Hélène, Oui, exactement, de Denis Balibouz. qui représente Alors, du qui coup, la représente rencontre. la rencontre de Biden, comme on le voit, et de Poutine au mois de juin 2021, le 16 juin exactement. C'était donc, il faut bien le rappeler, avant la déclaration de la guerre en Ukraine, en février. Et puis, cette photo a fait le tour du monde parce qu'on voit cette main, en fait, d'un agent de sécurité russe qui vient un peu brouiller la première vue, mais qui rend la photo, c'est comme si on a montré l'envers du décor. Et c'est ce que voulait montrer le photographe Denis Balibouz. Et donc, elle a été célébrée dans le monde entier parce qu'en général, c'est ces photos de Genève internationale avec des personnalités. Donc ça, il a très bien su le saisir, mais Bah oui, très la formel. rencontre effectivement entre Exactement. Biden et Poutine à Genève, elle est ici encore. Hein. Exactement. Dans la suite du reportage, on voit Biden qui descend au conquérant, on a un aviateur président qui est dans l'action, et puis Poutine qui est plus dans la réflexion lors de la conférence de presse. Il prend presque la pose d'un penseur de Rodin. Est-ce qu'il veut mieux se faire comprendre des Européens, puisque c'est plus notre façon cartésienne? Et notre président Parmelin, Un peu en dépité, 2021. voilà, j'ai un peu l'impression qu'il ouvre ses deux mains, il veut essayer de joindre l'un et l'autre de ses grands présidents, mais son grand succès, comme deux élèves qui s'aiment pas vraiment. Alors c'est vrai que c'était un événement vraiment marquant pour la Suisse. Et puis bien sûr, vous en parliez en introduction, la crise climatique et puis l'activisme en fait climatique justement qui est également représenté ici. Avec cette belle photographie qui nous prend vraiment, qui est très frontale pour le spectateur, d'une manifestante au Tessin qui rappelle ce problème climatique et dans l'idée qu'il ne faut pas l'oublier parce que le Covid a été très omniprésent en fait. Donc il y a encore vraiment de l'activisme. Et le climat, justement, qui se retrouve également sur ces photos assez marquantes. Alors tout à fait, vous avez raison, parce que c'est la première zone à défendre, ZAD, ou à la colline du Mormont. Ça vous rappelle tous quelque chose face à ce Holcim, donc cette fabrique qui exploite une cimenterie, enfin une carrière pour du ciment. Et puis il y a tout ce groupe de femmes qui manifestent avec un cadrage panoramique. Elles lèvent les bras, elles sont à moitié nues, et c'est la force du groupe face à un pouvoir économique, politique ou judiciaire, et qui descend dans la rue. Et puis en contraste, on a une femme mais cagoulée et on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire ces figurines. On peut imaginer que la zone est remplie d'objets archéologiques et également d'une belle flore et qu'en fait on va détruire tout ça si on ne réagit pas et qu'on ne manifeste pas. Alors c'est vrai aussi, on parle du climat, mais également du Covid. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu plus surprenant parce que maintenant, à la fin 2022, on a l'impression que le Covid, c'est de l'histoire ancienne. Et quand on visite cette exposition, on se dit, non, en fait, il y a un an, c'était encore très, très présent dans notre quotidien. Alors, vous avez parfaitement raison. Tout le monde aura reconnu Alain Berset. Une année après la déclaration du Covid, habituellement toujours là pour les conférences de presse. Et là, l'image est très réussie. Il y a un flou à l'arrière-plan, très net dans ce verre, mais la tête à l'envers, les mains qui s'élèvent, et on dirait comme un diablotin qui nous dit « Attention, on n'est pas encore libéré du Covid ». Et Alain Berset, qui avait été justement l'objet aussi dans ces manifestations anti-loi Covid, comparé à Hitler carrément. Exactement, c'est très fort la comparaison. Vous voyez le lettrage aussi, c'est typique de ce lettrage des années 30. Et donc pour ces Freiheit, en fait, ces chanteurs de liberté, des sonneurs de cloche de la liberté, c'est impensable qu'on nous impose un tel régime, ces passes Covid, etc. Donc on cristallise son énervement contre Alain Berset. Donc voilà pour la page Covid. Et alors on va se diriger justement, Marie-Hélène, vers l'affiche en fait de ce Swiss Press Photo de cette année qui représente, on va le voir,
eh bien, l'union entre deux femmes, puisque 2021, l'année effectivement du mariage pour tous et pour toutes. Alors le voici. Mais alors ces photos ont quelque chose de particulier au niveau de la date. Alors tout à fait, comme vous le dites très justement, parce que c'est une union et pas un mariage. En fait, le reportage a été fait par Gaëtan Bailly au mois d'août 2021, un mois avant la votation qui a autorisé le mariage pour tous. Donc ça nous montre que la photo de presse, c'est un moment, un point de vue, et il y a un avant et un après. Et donc pour ça, c'est très intéressant au niveau aussi comme source historique. Et ici, je vois que vous axez votre caméra sur cette belle photographie, on les voit de dos. Donc, c'est deux mariés qui sortent, enfin, voilà, après cette union. Et c'est plutôt pas traditionnel. En général, on voit les mariés sur le perron, face. Et là, on voit les deux traînes qui, voilà. Et pourquoi avoir choisi, eh bien, c'est cette image, hein, celle-ci que vous venez de décrire, qui fait office d'affiche officielle de cette exposition. Pourquoi ? On trouvait que c'était intéressant comme témoignage sur une actualité qui fera en fait, qui rentrera dans l'histoire. Et donc pour montrer aussi que la photographie de presse, c'est une des sources avec laquelle un musée d'histoire peut travailler. Et bien entendu, je voulais terminer par cette photo, bien entendu iconique, mythique, puisque 2021 a aussi été marqué au niveau du sport et notamment par l'Euro. Et puis là, on voit forcément la victoire célébrée de la Suisse contre la France en huitième de finale de cet Euro avec des honneurs. Photo, il me semble, très regardée dans cette exposition, Marie-Hélène. Oui, alors par tout le monde, tout un chacun, et aussi les nombreux journalistes qui sont venus. C'est vrai qu'elle est mythique, et puis en plus, il y a un peu une mise en abîme. On voit quel est l'objectif au premier plan. On voit que c'est un événement fédérateur, puis une certaine fierté, je pense, que les Suisses romands peuvent avoir, la Suisse en général. Le sport, fédérateur et marqueur temporel. Eh bien voilà, Andrea, merci Marie-Hélène pour cette visite. Il y a plein d'autres photos à voir. Tu imagines, Andrea, on ne peut pas toutes les montrer, mais là, donc c'était la partie suisse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Suisse en 2021 ? Et du coup, avec Marie-Hélène, on va monter à l'étage pour te présenter qu'est-ce qui s'est passé dans le monde en 2021. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. On ouvre à présent une page musicale en votre compagnie. Mister Pissy, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous nous présentez Dune, un tout nouvel album. On écoute. Psychédélique, vous dites, est-ce que ça vous correspond ? Un peu beaucoup même. Mais d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Et je suis très heureux, doublement heureux, parce que j'ai pu connaître M. Yvon Heller. Oui. Et j'ai écouté avec passion son discours. Donc voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça évoque chez vous, cet engagement notamment social ? Est-ce que ça évoque peut-être des fibres chez vous ? Forcément, ça fait résonner quelque chose. Oui, bien sûr, oui. Et puis c'est très intéressant tout ce qu'il dit. Je pense que si on avait un président comme lui, ça serait vraiment génial. Ah voilà, pourquoi pas. Président s'est lancé, on peut lancer une nouvelle campagne. En tout cas, à Nyon, c'est un municipal qu'on cherche en ce moment. Ça vous donnera peut-être des idées, monsieur Heller. Voilà, qui est dit. On va revenir à la musique avec vous. Mister Pissy, vous présentez et vous vernissez Dune au Théâtre de Grand-Champ à Gland ce jeudi 1er décembre. Un projet musical qui a notamment pu voir le jour grâce au soutien de la Bourse aux arts de la scène de la ville de Gland. Qu'est-ce qu'il raconte, cet album, en quelques mots ? D'abord, il raconte on va dire une sorte de désespoir durant le confinement parce qu'on ne pouvait pas jouer et il fallait que je trouve une solution pour continuer à travailler, à ne pas exploser dans ma tête, et j'avais beaucoup d'idées que je n'avais pas pu mettre concrètement sur papier ou enregistrer parce que j'accompagne beaucoup d'artistes. Oui. Et quand on accompagne beaucoup d'artistes, on n'a pas forcément le temps de se poser et de penser un peu à soi. Oui, c'est vrai qu'on dit de vous que vous avez une carrière d'accompagnateur. Vous aviez un premier projet qui est né en 2016. Aujourd'hui, ce chamboulement, le confinement. Qu'est-ce qu'il a peut-être changé dans votre manière de travailler ? Alors, d'abord, le projet que j'avais en 2016 était un collectif à géométrie variable. Donc, on était au départ 5, après on était 6, parfois 7. Il y avait d'autres musiciens qui venaient s'ajouter. Ça paraissait compliqué de continuer ainsi parce qu'il fallait que tout le monde soit disponible pour les concerts. Durant le confinement, j'ai
pas mal réfléchi, le fait qu'on ne pouvait pas se voir, et je me suis dit, on ne savait pas où on allait. Et je me disais, mais peut-être qu'il faut que je prévoie un projet plus, on va dire, plus petit. Et au départ, j'avais l'intention tout de suite de faire un trio, de monter un trio, oui. Mais je ne savais pas qui allait venir jouer dans ce trio, si c'est un guitariste ou un pianiste, ouais, surtout. Du coup, vous avez une guitare électrique en la personne de Julien Ravillot, et puis à la batterie, Marcol Savoie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est eux qui sont entrés dans votre univers, ou vous avez quand même travaillé en trio et chacun a pu mettre sa pierre à l'édifice? Alors, j'ai d'abord travaillé tout seul, parce qu'on ne pouvait pas se voir, justement. J'ai eu la chance d'avoir une possibilité de travailler dans un endroit agréable, grâce au Conservatoire de l'Ouest vaudois, qui est un endroit magnifique. Donc j'avais une salle à disposition, je pouvais vraiment rêvasser. Et puis, si près au bord du lac, c'est vrai. Oui, c'était vraiment super beau. Ouais. Et donc ça m'a permis de créer, de passer du temps, de faire un peu, comme je dis, du forcing sur des idées que j'avais qui n'étaient pas très claires au départ. Et comme on avait le temps, j'ai pris le temps pour une fois parce que je n'avais pas d'autres obligations. Je n'avais pas besoin d'accompagner ou d'apprendre des morceaux pour un autre artiste. Donc j'avais la tête un peu plus claire. Et une fois que tout ça a été posé, enregistré, j'ai fait un pré-enregistrement tout seul. J'ai proposé une répétition avec Marc-Olivier et avec Julien. Et tout de suite, ils ont été intéressés et ils ont vraiment apporté beaucoup. On va dire qu'ils ont mis beaucoup de couleurs au tableau que j'avais préparé. Posez justement ce tableau, on va s'y plonger. Qu'est-ce qu'on entend là? On entend Desert Avenue. Ouais. Un petit peu un clin d'œil aussi au confinement. Ouais. Au désert, à l'avenue. Vous dites d'ailleurs, au niveau musical, que ça s'appelle du desert jazz. Qu'est-ce que c'est? C'est un terme que j'ai inventé. Parce que j'arrivais pas à savoir. On a toujours besoin d'une étiquette. Oui. Tout le monde a besoin d'une étiquette. Est-ce qu'on fait du rock? Est-ce qu'on fait du jazz? Est-ce qu'on fait de la pop musique? Et j'avais envie de tout mélanger. Puis je me suis dit, mais en même temps, c'est quand même un projet instrumental. Il y a une connotation de jazz dans un projet instrumental souvent. Il y a de l'improvisation libre, donc de l'improvisation en temps réel aussi. C'est pas quelque chose qui est préparé, comme dans la pop music où on a une improvisation qui est préparée. Et le morceau peut être, on va dire, stretchable, c'est-à-dire que si on a enregistré ce morceau qui dure 5 minutes, sur scène, il peut durer 10 minutes. Voilà. Et donc, il y a quand même aussi on va dire, beaucoup de personnes ont écouté ce morceau et m'ont dit mais il y a quand même des sonorités qui viennent plus du psychédélisme, du rock aussi, du post-rock, du prog-rock. Et c'est pas du rock parce que vraiment, il y a ce côté très improvisé. On va laisser la musique opérer. Oui. Silence, on écoute. Sur la route, vous serez au Chorus Club de Lausanne le vendredi 2, puis le samedi 10 décembre au SL Club à Orbe. Une date qu'on nous a dit importante pour vous. Pourquoi? Premièrement parce qu'on a fait toute la résidence de ce projet dans ce club, qui est très sympathique, mais aussi parce que j'ai passé une partie de mon adolescence, aussi de mon enfance à Orbe, et donc c'était assez marrant. Je me baladais dans Orbe, je voyais des endroits qui étaient facilement, qui me rappelaient des souvenirs, et tout à coup j'arrive devant un garage, enfin anciennement un garage auto, et c'était plus garage, c'était un club, et c'était ce SL. Donc je suis entré, on a commencé à sympathiser avec Alexandre, le propriétaire des lieux, et on a parlé de ce projet, et il m'a dit mais viens t'installer le temps que tu veux durant l'été. Donc on a fait cette résidence l'été dernier, en 2021, et ça nous a permis vraiment de mettre à plat
tout le travail qu'on avait préparé en On amont. ressent en tout cas que vous avez vraiment dû prendre le temps pour faire les choses, peut-être pour vous retrouver aussi. Maintenant qu'il est là, que c'est un retour à la scène, notamment à Grand-Champ, chez vous, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce retour à la scène? À Grand-Champ, ça représente... D'abord, je suis très honoré qu'on m'invite dans cette grande salle. C'est aussi, pour moi, peut-être une reconnaissance. J'ai jamais joué finalement à Gland depuis que j'y habite. Et donc, c'est l'occasion aussi pour des amis de venir écouter. Ouais. Est-ce que c'est une mise à nu? Parce qu'on a l'habitude de vous voir aussi à travers le monde entier, aux côtés des plus grands, puisque vous l'avez dit, vous avez cette carrière d'accompagnateur. Mais qu'est-ce que ça représente de jouer finalement pour les siens, comme ça, chez soi? C'est ça. Ouais. Vous avez tout à fait dit la vérité, parce que quand j'ai nommé l'album, le projet Dune, si on joue avec l'anagramme des mots, on arrive à trouver nude aussi. Donc il y a ce côté de mise à nu, effectivement. Et les gens vont finalement... C'est un peu angoissant, quelque part. Et d'ailleurs, ça s'entend peut-être aussi. Je suis très... j'appréhende un peu cette première. Et c'est difficile de mettre un mot quand finalement, nous, on exprime quelque chose au travers de la musique et à travers des notes. On vous demande un travail qui est aujourd'hui réflexif, donc je comprends. On va profiter de cet instant musical pour venir vous voir donc le jeudi 1er décembre. Ce sera au Théâtre de Grand-Champ. Rendez-vous à 20h. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Tout bon. Tout bon, ça sera fait. Comme on dit, merde. Très belle journée à vous. À très bientôt. Au revoir. Alexandre, on retourne à toi et du côté du World Press Photo au Château de Prangin. Oui, Marie-Hélène, on est cette fois-ci du côté du World Press Photo, donc les photos prises dans le monde entier. Et on démarre notamment au Mexique avec cette exposition très spéciale. Dites-moi plus. Oui, c'est un nouveau format, une nouvelle catégorie, donc justement le libre format. Les photographes de presse ont réclamé un peu plus de liberté. Alors là, ce photographe a pris le parti de faire un reportage sur la culture de l'opium au Mexique, parce que le Mexique est le 3e pays producteur d'opium, ce qui implique cette couleur rouge aussi, parce que ça implique des cartels, des crimes. C'est pas tout rose, c'est le cas de le dire. Et puis, après avoir fait ces photographies, il les a éraflées et il a fait des piqûres avec des épingles. J'allais dire, qu'est-ce que c'est que ces petits cercles lumineux? Exactement, c'est à la fois pour rendre un peu de poésie, mais aussi pour montrer tout le sang, toute la violence qu'il y a autour de cette culture, malheureusement, de l'opium, puisque vous savez qu'avec la gomme, on peut en faire de l'héroïne et qui est en fait exportée au Canada, aux États-Unis. Effectivement. Alors, Marie-Hélène, on va aller voir la photo gagnante du World Press Photo. Alors, vous m'avez parlé du Swiss Press qui était très marqué par le climat, le Covid, comme on a vu. Mais alors, dans le monde entier, qu'est-ce qui marque le plus les esprits en 2021? Alors, des sujets peut-être plus historiques, comme cette photo gagnante, déjà, je tiens à souligner que c'est une femme, Amber Bracken. C'est que la 5e femme qui a été nominée photographe de l'année dans le World Press Photo, qui existe depuis au moins 1955. Il s'agit de tombes, alors c'est très émouvant, en fait, d'élèves en Colombie-Britannique au 19e siècle. Il y a eu beaucoup de volonté du gouvernement d'assimiler des autochtones dans une culture plus canadienne. Et donc, on enlevait les enfants, on les mettait dans des pensionnats, on leur interdisait de parler leur langue, en fait, natale, et puis souvent ils étaient victimes d'abus sexuels ou de traumatismes. Et on a retrouvé, grâce en 2021, des géoradars, des sites, à peu près 215 tombes, mais on pense qu'il y a eu à peu près 4100 élèves qui sont morts, sans compter qu'il y en avait au départ 150 000 qui ont été enlevés. Et donc, à leur mémoire, on a planté ces croix avec une robe orange. La couleur orange est signe de révolte et pour rappeler à la mémoire des gens qu'il y a eu tous ces enlèvements d'enfants. On se dirigeait vers cette partie-là de l'exposition qui est assez intrigante parce que vous m'avez fait une petite visite perso juste avant qu'on tourne, je le dis quand même, et vous m'avez dit tout ça c'est du faux. Alors, ça m'a intrigué. C'est incroyable que ça soit dans le concours World Press Photo. En fait, ce photographe, Jonas Hendrickson, il a voulu montrer qu'on peut trafiquer, bien sûr, des images, en créer à partir d'ordinateurs, à partir du 3D. Et il a choisi comme thème le livre de Vélez. Vélez est une ville en Macédoine du Nord qui a été l'épicentre des fake news en 2016. Et donc, à partir de là, il a créé une histoire, mais qui est complètement fausse. Et surtout, au niveau des photographies, on s'y méprend, qui sont en
fait des photographies faites par ordinateur en 3D. Donc là, effectivement, cette jeune femme, elle est faite en 3D. Exactement. C'est absolument pas réel. Et donc, ça nous fait réfléchir à la frontière entre le réel, l'imaginaire et ces photographies de presse. Si elles peuvent être aussi véridiques que ça, il faut être de plus en plus attentif aussi. Et alors, puisqu'on parle de climat, eh bien, c'est sûr que le monde a aussi été marqué par ces fortes chaleurs qui ont donné, bien évidemment, des incendies. Alors là, on est en Asie du Sud-Est, hein, il me semble. Oui, en fait, on est exactement en Australie où des techniques, les autochtones ont des techniques, certaines tribus, comme vous voyez cet homme, ils brûlent en fait toutes les petites herbes qui pourraient donner des feux de forêt énormes, surtout avec le réchauffement climatique. Ils les brûlent en fin de journée et puis c'est un feu maîtrisé, si vous voulez. Ils appellent ça coal burning et ça permettra d'éviter des grands incendies de forêt parce qu'avec la chaleur qui tombe la nuit et l'humidité, ça va simplement brûler toutes les petites herbes mortes qui pourraient être vraiment des initiateurs de grands feux de forêt. Donc on est obligé de réinventer, en fait, de réutiliser des anciennes techniques puisque ce climat se dérègle et que la chaleur envahit un peu chaque continent. Puisqu'on parle de feu, justement, je pense qu'on peut terminer par cette photo, moi en tout cas, que je trouve très, très saisissante quand on parcourt l'exposition avec cette vieille dame au milieu de cette couleur orange. Oui, très, très émouvante. C'est une vieille dame donc, grecque sur l'île de Eubée qui en fait a alerté les villageois. Elle avait peur pour sa maison. Vous voyez des immenses feux de forêt, mais pas uniquement. Il y a une chaleur de plus de 35 degrés sur cette île en Grèce. Elle veut alerter tout le village en disant, ben voilà, elle est voilà, tellement effondrée de voir ces feux qui ont ravagé énormément d'hectares sur cette île à cause, enfin, malheureusement, de ces fortes chaleurs en Grèce. Alors, ce qui est intéressant, on ne va pas parcourir toutes ces photos, mais c'est que si on regarde dans cette salle, eh bien, on voit, Marie-Hélène, les prémices finalement du conflit russo-ukrainien qui ne sera déclaré que en février 2022, mais déjà en 2021, on peut apercevoir les prémices de ce conflit-là. Oui, avec un projet en fait long terme, c'est l'avantage des reportages photographiques sur 3 ans ou plus d'un jeune photographe français, Herbeau, qui a fait cette historique qui nous donne à voir l'historique très complexe en fait de cette naissance de la guerre en Ukraine. Donc très intéressant. Et donc effectivement, on imagine, Marie-Hélène, que en 2023, l'exposition World Press Photo de l'année 2022 sera marquée par ce conflit ukrainien et par la Coupe du Monde au Qatar. Certainement, vous avez tout à fait raison. Voilà, c'est mon flair, Andrea. Merci beaucoup, Marie-Hélène, de m'avoir fait visiter. Alors, ces 2 expositions qui sont donc à voir, rappelez-moi juste les dates. Swiss Press Photo, c'est jusqu'à quand? Au 26 février 2023. Voilà, par contre, World Press Photo, c'est jusqu'au 18 décembre. Et puis, on aura une journée spéciale photographique presse le 29 janvier. Je vous invite tous et toutes à venir, gratuite, de 10h à 18h, et l'occasion de rencontrer des photographes de presse. Et voilà, Andrea, tu sais où venir pour voir justement l'année 2021 avec le regard de ces photographes de presse au château de Prangin. Merci à toi pour cette visite, Alexandre, et merci à Marie-Hélène avec ses commentaires parfois un peu piquants, mais ça fait du bien, toute cette vérité. Très belle journée à toi. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.